C'est bientôt l'arrivée d'une terrible saison, celle des blockbusters. Ces films à grand spectacle sont accusés de n'être ni très intelligents, ni très profitables pour le cinéma en masquant ce qui sort au même moment. Le tout en étant bien trop cher pour ce qu'on obtient à l'arrivée. Voyons tout de même si on peut les sauver. Mais avant ça, il faut savoir de quoi on parle, et pour ce faire, revenons aux sources, c'est-à-dire aux États-Unis dans les années 50. La télévision commence alors à prendre des parts de marché sur le cinéma. Les producteurs ne sont donc pas contents, et à leur grand malheur sont obligés de changer de formule et d'innover pour rester dans le coup. C'est à ce moment-là que naît le Technicolor, le Cinérama, le relief, le cinémascope ou encore la stéréophonie. Les films qui en profiteront coûteront cher et les termes techniques s'afficheront en grand comme preuve de l'expérience exceptionnelle qu'auront les spectateurs. Malgré tout, l'argent dépensé dans les films et la promotion ne suffisent pas. Les spectateurs boudent le cinéma et les échecs importants se suivent. Et comme toute bonne grosse industrie bien lourde, Hollywood s'échine dans ce procédé pendant 20 ans, alors qu'elle n'est plus en phase avec son public depuis longtemps. D'autant que la distribution était particulière à cette époque. Un film sortait dans un premier réseau de salles, puis continuait sa vie dans un réseau de seconde zone, puis dans un troisième. La distribution et la vie d'un film duraient une éternité comparée à maintenant. Plusieurs mois voire années, et ce, pour tous les films. Si ça pouvait aider un film à fonctionner sur la durée, la promotion, elle, ne pouvait pas durer aussi longtemps. Par manque d'argent déjà et par lassitude du public. En ajoutant à ça que c'était seulement à la fin de vie d'un film que le studio touchait les recettes. Bref, les majors investissaient à long terme sans vraiment savoir quand ils toucheraient leurs billes. Puis, comme dit dans l'émission sur les affiches, c'est en 1972 que les choses évoluèrent. Les grands studios étaient proches de la faillite et chaque film pouvait être le dernier. La Paramount était dans le même panier que les autres, mais a réussi à imposer que son dernier film, Le Parrain, soit distribué partout aux États-Unis au même moment, à la condition que les cinémas préachètent le film. Le résultat de ce changement est que Le Parrain était déjà rentable avant sa sortie nationale et lance de ce fait un prémisse de blockbuster. 3 ans plus tard, un jeune réalisateur du nom de Steven Spielberg, avec seulement un film et un téléfilm pour seul bagage, se lance dans un projet casse-gueule, avec Les Dents de la Mer. La production est un désastre à cause des requins animatroniques mal conçus par Robert M. Mattei. Le film s'annonce comme un échec. 2 choses viennent bouleverser ça. La première est le conseil de George Lucas lui disant de ne pas montrer la bête avant la fin du film, pour créer une tension. Et la seconde est la promotion télévisée intensive d'Universal, pour contrecarrer les scores habituellement faibles des sorties estivales. Grand bien leur a pris puisque Les Dents de la Mer devient le gros succès surprise de 75 et un classique immédiat. Le film battra des records avec 129 millions de dollars de bénéfices. Les Dents de la Mer marquera l'histoire comme premier blockbuster moderne. Grâce au changement dans la distribution venue du Parrain et dans la promotion innovante venue d'Universal, les films sortiront dorénavant en été, période jusque-là maudite. Mais un troisième film est aussi responsable de ce que le cinéma est devenu. La Guerre des Étoiles sort en 1977, et là aussi la production a été compliquée. Tout était nouveau et aucun matériel n'existait pour filmer comme George Lucas le souhaitait. La nouvellement créée ILM était plus un centre de recherche et de développement qu'un véritable studio. Il se passa une année pour voir seulement 3 plans finalisés sortir d'ILM, et la Fox perdit un peu patience alors que l'argent était dépensé. George Lucas, pas trop bête, en profita pour négocier les droits de 2 potentielles suites ainsi que l'intégralité des revenus sur les produits dérivés. Ainsi, George Lucas mit la dernière pierre à l'édification du blockbuster, en inventant le merchandising. Si ce n'était pas nouveau en soi, ça l'était par contre concernant le cinéma, et c'est bien évidemment la raison pour laquelle la Fox a accepté cet accord impensable de nos jours. La Star Wars Mania était née, et les produits dérivés affluèrent dès 1978 pour finalement rendre George Lucas très riche, et surtout indépendant. Puisque les 5 films suivants sont des films indépendants, au même titre que La couleur des sentiments ou Le discours d'un roi. Ainsi, en 3 films, Hollywood changea et adopta vite cette nouvelle manne qu'on peut résumer comme l'alliance entre sortie estivale, gros budget, promotion intensive, tête d'affiche et produits dérivés. Depuis, chaque été un peu bizarre car allant de mai à août sortent les blockbusters. Cette période n'est pas figée et dorénavant beaucoup de films profitent de semaines moins chargées et surtout des vacances pour sortir sans réel concurrent. Et la recette n'a pas trop changé depuis 30 ans. Prenons le cas école qu'est The Amazing Spider-Man. Il sort en juillet 2012 et a coûté 220 millions de dollars hors promotion, ce qui est dans la norme haute actuelle. La promotion officielle a commencé en juillet 2010, soit 2 ans avant, avec l'annonce d'Andrew Garfield dans le rôle principal. Puis les affiches ont commencé à arriver, suivies des teasers, bandes annonces, extraits. Il y en a tellement eu qu'un fan a réussi à les compiler pour reformer 25 minutes de film. En août 2011, Sony annonce que la suite sortira le 2 mai 2014, alors que le premier, lui, n'est toujours pas sorti. Et avant la sortie du film, une pléthore de jouets fait subitement son apparition,
et couvre beaucoup de domaines, pas forcément en raccord avec l'univers de Spider-Man. The Amazing Spider-Man, le destin d'un héros, suit le même chemin de la promotion outrancière, qu'on finit fatalement par ne plus suivre, de peur de tout découvrir avant d'acheter son ticket. D'autant que ce n'est pas fini puisque le 3e et 4e volet ont déjà leur date de sortie, et que des spin-offs sur les méchants sont aussi au programme. Le film de Mark Webb permet aussi de voir l'une des deux tactiques concernant les acteurs. Soit on a des stars qui portent les films uniquement sur leur nom, soit on fait confiance à des talents demandant moins cher. The Amazing Spider-Man fait bien évidemment partie du second groupe, et les acteurs comme Robert Downey Jr. deviennent subitement bankable, et leur salaire les met dans la catégorie tête d'affiche. Ça peut donc être à double tranchant pour le studio qui ne peut plus se passer de sa poule aux œufs d'or, qui coûte cher au fil des films. Et c'est souvent la solution envisagée pour lancer une franchise. Tout ça est donc une mécanique huilée qui tourne à merveille, mais il ne faut pas grand chose pour la gripper. En avril 2012, le patron de Disney, Rich Ross, est viré de son poste. La raison vient de l'échec de John Carter. Le film a coûté 350 millions de dollars avec la promotion, et la perte est alors évaluée à 200 millions. C'est le second échec après celui de Milo sur Mars, qui lui devait sortir en mai 2011 en France, mais qui est finalement sorti en DTV en décembre, après le four cuisant des États-Unis. Rich Ross a subi de plein fouet les conséquences d'une promotion désastreuse, ne sachant comment aborder le film. John Carter s'appelait à l'origine La Princesse de Mars, mais ça faisait trop filles, il pouvait donc rebuter les garçons. Il a donc été renommé John Carter de Mars, mais ça faisait trop garçon et pouvait donc rebuter les filles. Il a donc été renommé John Carter, qui est parfaitement anonyme et générique. On ne sait plus de quoi parle le film et la promotion n'a pas aidé. Les bandes annonces ne sont pas raccords entre elles. Allons-y. Ce n'est pas nous qui avons commencé. Mais ce soir, nous allons en finir. Et les affiches non plus. Quant aux vidéos promotionnelles, elles n'ont pas assez mis en avant que le personnage a un siècle et a forgé au travers des histoires toutes les générations suivantes, allant de Superman à Star Wars. Un beau, gros et triste gâchis pour un film pourtant excellent et ayant une patte artistique novatrice. La promotion à la ramasse a détruit le film et a donné une nouvelle preuve que la qualité d'un film ne suffit pas à son succès, tout comme le budget n'assure pas les rentrées d'argent. Pour s'en convaincre, regardons maintenant les chiffres sur le box-office mondial. Sur les 20 premiers films, on obtient ceci. Bon, ok. Mais si on regarde les dates, 11 sont des années 2010 et plus. Si on part de 2000, on monte à 16. Ce qui veut dire que les films rapportent plus maintenant. De 975 millions pour le plus mauvais à 2 782 millions pour le premier. On peut se dire que c'est donc une affaire de mettre de l'argent. Mais un autre tableau vient ternir ce beau discours, celui des films les plus chers. En enlevant le Hobbit, histoire d'un aller et retour et 47 Ronins, qui ne sont pas encore sortis partout, voire pas du tout, une chose saute aux yeux. Tous ont été faits après 2005. Parmi eux, seuls 6 films finissent dans les 20 premiers du box-office. Le reste va de la 22e place pour le meilleur à la 386e pour le plus mauvais. Ces 20 films les plus chers coûtent au minimum 210 millions de dollars et sont tous rentables sur la durée d'après les chiffres. On pourrait donc se dire que le système va bien. Peu importe le prix, un film dégagera toujours de l'argent. Mais là encore, les chiffres peuvent tromper, puisque si on a 6 films dans le top 20, on en a logiquement 14 moins chers dans ce même top 20. Ce qui veut dire qu'un budget plus modeste est plus efficace qu'un monstre qui coûte cher. Mais pour le moment, on ne se préoccupe que des budgets et de leurs revenus, et de ce côté, ça a l'air d'aller. Mais il faut mieux regarder du côté des flops en prenant toujours la base de 20 films. Là, le constat est sans appel. 18 films d'après 2000 sont dans la liste, et dans les 5 premiers, on trouve 4 films de moins de 3 ans. À eux seuls, ces films ont perdu un demi-milliard au box-office, et de quoi faire un bon film chacun. Et pas de chance pour Disney, 3 films sont de ce studio. Les échecs se multiplient donc, et les sommes misées deviennent trop importantes pour que les studios s'en relèvent facilement sans dommage si un film se casse la figure. Malheureusement pour Hollywood, elle ne va pas changer pour autant dans les années à venir.